Alors, avant de nous intéresser en particulier à notre perte d'influence sur tout le continent africain, y compris au Maghreb, je voudrais que le Maxime Le Nagar nous décrypte cette déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, sur la situation en Afrique et qui vraiment résume la situation. Le président parle d'une épidémie de putsch, Maxime. Oui, c'était lors de la dernière conférence des ambassadeurs de France réunis à l'Elysée, il y a une dizaine de jours, et c'était d'ailleurs 2 jours avant le coup d'État au Gabon. On pourrait presque soupçonner Emmanuel Macron de dons prémonitoires, mais étant donné sa façon de gérer la France, c'est somme toute peu probable. Coup d'État au Gabon donc, le dernier en date d'une liste qui commence dangereusement à s'allonger. Il y en a eu 7 des coups d'État en Afrique depuis 2020, exception faite du Soudan, tous en Afrique francophone, Mali, Tchad, Guinée, Soudan, Burkina Faso et Niger, donc juillet 2023, et Gabon, août 2023. Difficile de résumer tous ces cas à un même modèle, mais quelques invariants tout de même. À chaque fois, une junte militaire renverse un président en exercice sur fond de corruption, établi ou soupçonné, pour former un gouvernement de transition, généralement avec l'objectif affiché de rendre le pouvoir aux civils. Toute la question est de savoir quelles sont les luttes d'influence qui se jouent à l'échelle internationale à travers ces divers putschs, et si le sentiment anti-français manifesté en Afrique depuis quelques années peut profiter, comme on le dit ou pas, à la Russie ou à la Chine. Alors, avant de retrouver Michel, Gérard Chaliand, notre invité, on pourrait dire qu'en ce moment, c'est un mauvais SAS qui se joue pour la France, qui pourrait s'appeler Panique en Afrique. En effet, la situation a été très longtemps gelée, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que on a vécu à peu près 60 années de ce qu'on appelle le néocolonialisme, une chose rare. Nous sommes finalement l'exception en Afrique. Les Britanniques, pour l'essentiel, sont partis gracieusement. Les Portugais ont été battus au Mozambique, en Guinée-Bissau et également en Angola. Donc restait la France qui a joué une carte néocoloniale avec beaucoup de talent, puisqu'elle a perduré quand même 6 décennies. Bon, Monsieur Foccart, entre autres, a été tout à fait instrumental dans cette affaire. Bon, ça devait arriver un jour. Et pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui ? D'abord parce que ça a assez duré. Deuxièmement, parce que nous n'avons pas résolu grand-chose. Troisièmement, parce que le monde a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, le monde est devenu multipolaire. Ça, c'est très nouveau. Avant que la Chine devienne le numéro 2, finalement, il y a eu une période où il n'y avait plus que les États-Unis, après l'effondrement de l'Union soviétique. Avant ça, c'était le jeu à 2. Maintenant, c'est devenu très difficile de prévoir quoi que ce soit parce qu'on est dans un monde incertain avec une véritable redistribution des cartes avec les Chinois, avec les Russes, avec les Turcs et bien d'autres. L'Inde, par exemple, joue un rôle considérable. C'est quand même intéressant de signaler que l'Inde, l'année dernière, a dépassé la Grande-Bretagne. La reine Victoria a dû se retourner dans sa tombe. Imaginez en 1870 que les Indiens avaient dépassé la Grande-Bretagne, c'était impensable. Ben voilà, c'est arrivé. Bon, donc le monde change et nous, on a été long à le reconnaître parce que finalement nous sommes très conservateurs. Et là, on s'aperçoit d'un seul coup que, bon, comme l'a dit le président, c'est une succession de putsch. L'un en amène un autre, on se dit pourquoi pas nous. Oui, alors on a l'impression quand même qu'il y a une fièvre en ce moment anti-française. Michel, vous l'interprétez comment cette fièvre anti-française ? D'abord, quand on ne tient pas sa place, les autres la prennent. Et je pense que Macron ne tient pas sa place, ici comme ailleurs. Il n'y a pas vraiment de politique étrangère lisible et claire. Il y a eu une France-Afrique jusqu'à lui. C'est pas parce qu'effectivement, on aurait dit à un moment donné qu'elle se terminait. On sait bien que Foccart a repris du service quand Chirac est arrivé au pouvoir et que les autres se sont servis de ces réseaux-là. Je pense que l'état de l'Afrique est déplorable aussi d'un point de vue intérieur, c'est-à-dire que on laisse faire un certain nombre de dictateurs parce que finalement ils sont très utiles à nos politiques économiques et que ils pillent les pays. D'abord, ils se moquent éperdument des droits de l'homme. Ensuite de ça, quand ils sont propriétaires d'un certain nombre de richesses, je songe à l'Algérie par exemple, au gaz et au pétrole, c'est confisqué par puisque l'Algérie fait partie de l'Afrique, c'est confisqué par une minorité mafieuse qu'on entretient au pouvoir, que la France entretient au pouvoir. Alors probablement il y a des arrangements avec le ciel, il y a des valises qui doivent circuler de part et d'autre de la Méditerranée, et puis il y a un moment donné où quand on ne renvoie pas l'ascenseur, et que les Russes, eux, le renvoient, et que les Chinois, eux, le renvoient, les pays africains, et surtout les dictateurs, ils voient leur intérêt. D'abord, ils sont maintenus au pouvoir.
par ces dictateurs que sont les Russes et que sont Poutine et Xi Jinping. Et nous sommes incapables d'avoir une vraie politique. Je rappelle que quand on stigmatise Foccart, il faut rappeler que le général de Gaulle décolonise beaucoup et qu'il dit, mais bon, si on décolonise, ça veut dire qu'on donne le pays soit aux États-Unis, soit à l'Union soviétique. Et il disait, il faut que nous gardions une influence, une zone d'influence. C'était une façon de dire que la France existait aussi indépendamment des États-Unis et de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la France est incapable de dire qu'elle existe aussi, indépendamment de la Chine, indépendamment de l'Inde, indépendamment des États-Unis. On n'a plus les moyens d'une politique, donc on se fait mettre simplement à la porte par des gens qui nous disent vous ne faites plus partie du jeu, vous êtes hors jeu. Alors il y a quelque chose qui est circonstanciel et qui passe mal en Afrique, c'est le soutien inconditionnel des Européens, des États-Unis à l'Ukraine. Les Africains ont compris à travers cette affaire qu'un pays blanc européen agressé valait beaucoup mieux, beaucoup plus en tout cas qu'un pays africain. Le traitement n'était pas le même finalement, suivant que l'on s'appelle le Soudan ou l'Ukraine. Écoutez un peu ce qu'en disait Dominique de Villepin il y a quelques jours. Il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. Oui, alors Gérard Chaliand, ça a accéléré ce soutien très fort, toutes ces manifestations de solidarité avec l'Ukraine, ça a montré aux Africains un exemple qui n'était pas de mise sur le continent. C'était une preuve de plus, simplement celle-là a été éclatante. Jamais on n'avait aidé aucun pays avec la même ardeur, avec la même unanimité, etc. Enfin, le deux poids, deux mesures, il existe depuis le début. C'est-à-dire qu'on pouvait mourir au Congo, c'était pas très important si on le compare avec un attentat terroriste sur le continent européen. Oui, et Michel, vous êtes d'accord, ça a soulevé le couvercle d'un seul coup et on s'est rendu compte à quel point nous avions des affections très particulières et très inégales. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens du discours qu'avait fait Sarkozy quand il avait été élu, un discours écrit par Henri Guénaud, qui croyait encore à sa politique, et il y avait vraiment un projet international universel, planétaire de la France, où il était question de réunir les deux bords de la Méditerranée, de faire de telle sorte que nous puissions avoir une vraie politique à l'endroit des Africains qui aurait permis justement de régler le problème des migrations autrement que de manière béate, comme les Maastrichtiens, en disant laissez venir à nous les immigrés, ou de manière un peu sotte à la Zemmour, en disant on n'en veut pas du tout, et quiconque est aujourd'hui maghrébin, même s'il ne pose aucun problème et qu'il est là depuis 3 générations, doit repartir chez lui, alors que chez lui c'est la France. Il y avait vraiment un travail à faire pour mener une vraie politique et qui permettrait de développer des infrastructures sur place de façon à ne pas rendre désirable l'Europe ou la France. Et ce travail-là n'est évidemment pas fait. J'en avais parlé un jour avec Henri Guénaud en lui disant mais vous aviez fait un très beau discours, mais pourquoi est-ce que ça n'a été suivi d'aucun effet? Ben ça c'est Sarkozy, des grands effets d'annonce, des grands coups de gueule, et puis tout ce qu'on voudra pourvu qu'il reste au pouvoir et s'y maintiennent. Mais ces gens-là n'ont qu'un profond mépris pour la France. Si vraiment ils avaient eu le souci de la France et bien sûr le souci de l'Afrique, comme d'un grand continent avec un grand peuple qui se trouve en souffrance, on aurait constaté effectivement que s'il y a de la souffrance africaine, c'est parce qu'il y a des dictateurs africains, que nous soutenons ces dictateurs africains, que les droits de l'homme, on n'entend jamais Bernard-Henri Lévy par exemple sur ces questions-là, mais que les droits de l'homme ça va bien un peu partout dans le monde, sauf en Afrique, où nous pourrions effectivement imaginer que on peut traiter le problème en Libye autrement qu'en tuant des dictateurs ou en mettant le pays à feu et à sang. Mais comme il n'y a pas de politique française et nationale, il n'y a pas non plus de politique européenne en dehors de l'européisme BA, il n'y a pas non plus de politique internationale en France depuis le traité de Maastricht, je dirais, où finalement les affaires sont traitées par Bruxelles et la France obéit. Et là, on se fait mettre à la porte. Ouais. Là, on se fait mettre à la porte parce qu'on nous dit, bon, vous êtes des valets, rentrez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Et puis d'autres sont plus efficaces, comme les Russes, comme les Chinois. Absolument, de l'Afrique aujourd'hui, de la France, de la place de la France en Afrique et des pays africains qui mettent tous dehors 7 coups d'État en si peu de temps, la France. Toujours en compagnie de Michel Onfray et de Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de Front Populaire, La Revue et de frontpopulaire.fr. Et notre invité est Gérard Chaliand, géostratège, auteur de nombreux ouvrages qu'on est ravis de retrouver. Alors, je voudrais, avant de vous passer la parole, Gérard Chaliand, que l'on revienne sur cette affaire du Burkina Faso. Maxime Le Nagar, rappelez-nous le comportement un peu
familier pour le moins même d'Emmanuel Macron devant le président burkinabé, et ça nous a valu beaucoup de ressentiment. Oui, c'était en 2017. La scène a eu lieu, rappelez-vous, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, un mardi de forte chaleur, un peu comme ce samedi. Emmanuel Macron est en Afrique pour 3 jours qui vont le conduire du Burkina Faso au Ghana en passant par la Côte d'Ivoire. Il est ce jour-là face à 800 étudiants burkinabés dans un amphithéâtre. Et après 2 heures de discours à l'occasion d'une question d'une étudiante au sujet d'électricité, Emmanuel Macron commence par rappeler que la France n'est plus une puissance coloniale et que chacun doit compter sur ses propres forces. Je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso, c'est le travail du président, déclare-t-il. À ce moment, le président burkinabé, un Roch Kaboré, qui a d'ailleurs été destitué en 2022, coup d'État au Burkina Faso, il rit, mais se lève et quitte la salle. Et Emmanuel Macron d'ajouter à demi hilar, du coup il est parti réparer la clim, fin de citation. Alors à partir de là, beaucoup de commentateurs ont essayé d'analyser la réaction ambiguë du président burkinabé, c'est-à-dire qu'il sourit en même temps il quitte la salle. Son conseiller spécial à l'époque a nié tout incident diplomatique, quoi qu'il en soit. Il y a quand même un consensus sur le fait que, le manque de retenue, la familiarité et la décontraction relative du président français sont peu admissibles dans le cadre des relations internationales. Emmanuel Macron oublie régulièrement d'ailleurs qu'au nom de la théorie des 2 corps du roi, il est à la fois lui-même et la personnification de l'État français, et qu'à chaque fois qu'il se ridiculise sur la scène internationale, c'est la France qui la baisse à son niveau. Oui, Michel, vous parlez souvent de cet enfant roi qui nous préside et dont le comportement parfois donne des sueurs. Moi j'ai eu honte, j'ai vraiment eu honte quand j'ai vu ça, j'en ai pas cru ni mes yeux ni mes oreilles d'ailleurs. Je me disais mais c'est pas possible qu'on s'adresse de cette manière-là à un président de la République. Moi je pense que j'aurais, enfin bon, je suis pas président de la République africaine, mais de ce pays-là, mais je veux dire du Burkina, mais il y a un moment donné où on ne permet pas. On ne permet pas et on relève l'insolence et on demande des excuses en public en présence des micros, des caméras et on prend le monde entier à témoin. Alors il sourit parce que je présume qu'il est gêné de voir un sale gamin insupportable, cynique comme il est de toute façon avec tout le monde, sauf peut-être avec sa femme qui doit y échapper et qui doit être la seule. Mais il y a un moment donné où effectivement on se lève et puis on dit maintenant vous quittez cette salle, vous ne nous parlez pas sur ce ton-là et puis voilà, on fait un incident diplomatique. Mais cette façon de sourire est probablement la façon de marquer un embarras, une réflexion qui peut prendre 10 secondes, 15 secondes, et ça paraît long devant des caméras, et puis il se lève et il s'en va. Et ce crétin de Macron qui s'en vient dire, du coup, il est parti réparer la climatisation, ça mérite une double paire de gifles, quoi. Donc je trouve un peu normal que, en ayant offensé ce peuple, en ayant offensé ce chef de l'État, eh bien, on récolte aujourd'hui ce qu'on a semé. Enfin, du moins que le chef de l'État fasse récolter par la France ce qu'il aura semé, c'est-à-dire qu'il déverse des ordures sur des gens qui, normalement, devraient être souverains et qui sont aussi respectables, qui devraient être respectés autant que le président de la République des Américains, le chef d'État américain, ce qui n'a pas été le cas. Donc je pense qu'effectivement on se fait mettre à la porte aujourd'hui parce que d'une certaine manière la France l'a bien mérité, même si moi je me sens pas du tout solidaire de ce président-là, Macron, et que j'ai un peu honte de savoir que cet homme nous représente pour cette politique qui ne rime à rien, qui est juste une politique d'insolence et de cynisme d'un sale gamin.